L'aube grisâtre avait dépeuplé le café, me laissant seul en compagnie d'un couple dépareillé qui paraissait dormir sur le comptoir. C'est à cette heure qu'ils sont maîtres de la ville. Tous les fantômes, tous les esprits en errance depuis les siècles, quand les vieux nids de leur larmes et se cognent au vide, faisant refluer dans leur il a une photo avec ses aises, quand même. Ça, celle-là, elle est quand même c'est monter la côte. Au niveau des écoute, c'est bon, non mais... Alors là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, je fais Nous sommes des esclaves. Et demain, et donc la question de la liberté, la question de rapport de la dialectique du maître et de l'esclave ne peut se poser qu'à partir, de mon point de vue, qu'à partir du moment où on réintroduit la divine comédie dedans, et par là on prouve que ce sont des esclaves qui sont au gouvernail, quoi. Et que donc si on prend l'ensemble de ce dispositif politique occidental, une seule personne fait exception, comme de bien entendu, il y a nécessairement une exception, et c'est notre ami Richard Mille. Bien sûr, bien sûr. Ben oui. C'est moi-même. Ben oui. Mais moi je préférerais ces trois mots de la culture arabo-musulmane, j'aimerais qu'ils se trouvent en fronton de cette soirée, qui peuvent être traduits librement par « Bonne fête à tous ». Et s'il y a une personne qu'il faut ici féliciter et applaudir, c'est mon vieux camarade Michel Wotos, notre hôte, qui peut être considéré ce soir comme le seul éditeur important en Belgique. Avant chaque naissance, il y a une mort à franchir. Avant chaque voyage, il y a une mer à traverser. Comme avant chaque jour, il y a une nuit à dépasser. Cette mort, cette mer, cette nuit d'attente, avant une hypothétique aurore à venir, c'est l'histoire d'Agliaco. Qu'est-ce qui subsiste d'éveil après la vie d'un homme? Demande ce livre, sinon quelques rêves. Celui d'un étranger, d'un voyageur, ayant connu l'expérience de la mort parmi les vivants, sans jamais renier le secret d'un possible au-delà, qu'il soit historique ou métaphysique. C'est-à-dire qu'il intègre à la cité des hommes, avec plus ou moins de réalisme, sa vision d'une existence au-delà de l'horizon visible. C'est l'idéal d'un tel au-delà qu'interdisent aujourd'hui ceux qui ne possèdent le monde que par les sortilèges d'un fétichisme mystificateur dont l'unique transcendance, le capital, s'impose à l'universalité du marché. C'est donc un mort, un voyageur, un étranger, porteur d'espoir en une aurore au-delà des ténèbres, qui nous invite à l'écouter dans ce livre. Mais qu'est-ce encore qu'un livre, quand le dernier War Game, première marchandise culturelle mondiale de notre époque, se vend à 10 millions d'exemplaires dès le premier jour? Pourquoi le secteur éditorial échapperait-il au destin de tous les autres produits de l'industrie? Ceux-ci, comme ceux qui les consomment, se divisent en deux catégories.
les gagnants et les perdants. Au premier revient le prestige de l'élection distinguée, du luxe supérieur, de l'image de marque élitaire. Ainsi, pourquoi s'étonner si le critère de sélection des livres obéit à la logique de toutes les autres marchandises agrémentant grandes surfaces, gares et aéroports? Tel n'est pas le cas de celui-ci, peu conforme aux normes des kiosques, ainsi qu'au canon des présentoirs de librairie. Sans doute, à tout prendre, le trouvera-t-on mieux exposé sur les étals d'une quincaillerie, voire à la devanture des auberges. Vase du Graal ou chaudron magique. Le titre que vous découvrez sur cette couverture en cuir désigne initialement un pot-au-feu chez les Indiens Caraïbes. C'est à se farcir un hoche-pot du verbe qu'il faut donc s'attendre en soulevant le couvercle d'une marmite où mijote voix de Lazare et paroles du Phénix, écho du royaume des ombres et dit de la chevelure des Pléiades, rengaine d'une idole des vitrines et cri du Cimarron. Le Cimarron qui était l'esclave nègre fugitif sur l'île de Cuba. Toute humanité ne doit-elle pas inventer des signes conciliant vie et mort, nuit et jour, idéal et réel, prophétie, philosophie, poésie, parole sacrée, logos, mythe. Le théâtre est au cœur de ce dispositif depuis l'acte fondateur d'Abraham et de Dionysos, consistant à sacrifier un animal plutôt que de verser le sang humain. Chant du bouc dès l'origine est la tragédie. Nous en suivons ici les rituels du Nil des Cyclades à la cité cubaine de Baracoa. La même où débarqua Colomb, voici 5 siècles. La même où, voici 50 ans, s'établit le contrat qui donnerait naissance à la tour panoptique. Henri Michaud ne disait-il pas « Dans la marmite est un grand secret ». Soit, ici, l'histoire d'un étranger sans papier, d'un voyageur sans ticket, d'un traversier des siècles sans autre passeport que la mélopée qu'il invente pour enchanter l'âme des humains. Toute pensée depuis 3 millénaires, témoigne-t-il, a pour foyer d'anciennes braises dont une flamme nouvelle jaillit à chaque souffle de l'histoire qui pose une triple question. Quel foyer pour le feu sacré? Quelle cheminée dans la pyramide sociale? Quel axe entre terre et ciel si l'homme est un animal vertical? Soit, où est encore le réel et où l'idéal? Car c'est à une vision globale, englobant le réel et l'idéal, que s'allume le brasier de sa pensée, celle qui englobe la prétendue globalité marchande. Ce qu'il est convenu d'appeler mondialisation, l'idéologie du village global, ne postule-t-il pas, avec l'illusion d'une citoyenneté planétaire, la fin de la notion d'étranger? Chacun peut vérifier par l'absurde combien de milliards d'êtres un tel simulacre d'universalité laisse hors de ses enceintes fortifiées. C'est d'entre ces multitudes vouées au silence que s'élève ici la voix d'un voyageur étranger qui a fait la traversée de la mort. L'Aède, celui dont la parole, depuis les temps archaïques, suppose un principe de commune humanité mondiale. Car la plus contemporaine des visions du monde, ainsi qu'elle se donne à lire dans ce grimoire, est en même temps la plus ancestrale, celle d'Homère et des prophètes bibliques. À l'heure des robots traders, ces machines qui passent 1000 ordres en bourse à la seconde et mettent les marchés hors de tout contrôle, dictant la politique des États, l'Aède propose une longue phrase écrite en 30 siècles. J'appelle donc Aède
le refoulé de l'Occident. C'est une autre façon de dire qu'un spectre hante l'Europe. L'art de ne pas voir et de ne pas entendre ce qu'on ne veut ni voir ni entendre, comme technique d'autorefoulement, voire de forclusion, pour la aide, constitue le filtre de la fausse conscience occidentale. C'est pourquoi, nous dit-il, quand le capital spécule contre l'humanité, l'humanité doit spéculer contre le capital. Si spéculer signifie produire un effet de miroir, comment celui-ci ne serait-il pas sphérique, au sens où il débusquerait l'envers du décor, éclairant la face cachée du monde, celle que n'atteignent pas les projecteurs de la tour panoptique? Car toutes les procédures de refoulement aux frontières des étrangers de l'extérieur ne sont que les symptômes psychotiques d'un refoulement de l'étranger intérieur. La plus profonde mémoire de l'Occident, c'est-à-dire son histoire véridique depuis la guerre de Troie. Voici qu'un livre entreprend de faire ce récit. Par l'anamnèse posthume d'un personnage de roman pouvant être considéré comme l'absolu contre-type médiatique, aussi bien que ce qui sortirait du logiciel d'un ordinateur dans lequel auraient été versées toutes les informations relatives à toutes les cultures, un poète communiste grec. Mon ami Patrick Chamoiseau l'écrivait récemment, définissant le poète comme un homme dont le verbe à lui seul est action sur la matière du monde. Voilà pourquoi l'on peut se demander qui, parmi les jeunes affairistes gérant les business du vieux continent, se risquerait encore à lire Homère ou Virgile, Dante ou Rabelais, Cervantes ou Shakespeare, Pushkin ou Mickiewicz, Goethe ou Verhaeren, Joyce ou Musil, Brecht ou Aragon, Cavafis ou Pessoa. Qui, parmi ces fossiles analphabètes, en charge de l'Europe et de ses programmes Erasmus, osa-t-il fêter cette année-ci le demi-millénaire de l'éloge de la folie?